Cette présentation traite les réactions biochimiques et le rôle des enzymes face aux macromolécules. Nous avons encore le même résultat d'apprentissage. Donc, je décris les innovations technologiques et les besoins de la société à l'aide de la structure et la fonction des macromolécules, des réactions biochimiques et des enzymes. Nous avons déjà traité les 4 groupes de macromolécules, donc leur structure et leur fonction. Nous allons maintenant traiter les réactions biochimiques que subissent ces macromolécules et les enzymes qui les facilitent. En termes simples, si on voit la réaction de neutralisation avec des pertinences au système biologique, un acide est une substance qui forme des ions d'hydrogène dans l'eau, tandis qu'une base est une substance qui produit des ions hydroxydes dans l'eau. Nous pouvons aussi dire qu'une base capte les ions hydrogène ou réagisse avec eux. Une neutralisation est le résultat d'une réaction entre un acide et une base qui va former en général un sel et de l'eau. Vous pouvez voir l'échelle de pH à la page 32 pour voir la variété de substances biologiques à l'intérieur du corps humain ainsi que leur pH spécifique. Les solutions tampons pour conserver l'homéostasie. Donc, les réactions chimiques dans le corps se produisent dans un court intervalle de valeur de pH. Donc, les changements de pH à l'intérieur du corps sont minimes. Un équilibre de pH permet le bon fonctionnement des macromolécules et la santé de l'organisme, tandis qu'un déséquilibre de pH, ou dans un déséquilibre de pH, on peut dire que le corps subit probablement une maladie. Donc, c'est vraiment l'équilibre ici en termes d'homéostasie. Donc, si on prend un exemple concret, le pH du sang humain varie normalement entre 7,35 et 7,45. Un intervalle qui est très, très étroite. Mais lorsqu'un individu subit l'alcadose à 7,5, le pH du sang à 7,5, le corps est probablement en hyperventilation ou a une surdose d'antiacides ou respire trop vite à haute altitude. Donc, le résultat, c'est qu'on se sent étourdi et agité. Mais remarquez que la variation normale est de 7,35 et jusqu'à 7,45, puis qu'à 0,05 de variation, donc lorsque le sang devient trop alcalin, déjà, le corps humain va ressentir un déséquilibre homéostasique, donc des conséquences. Si on prend la situation inverse et le sang devient légèrement plus acidique, donc entre 7,1 et 7,3, une personne peut souffrir de désorientation, peut se sentir fatiguée. Le corps a ses limites. À moins de 7,0 ou plus que 7,8, le pH du sang peut être fatal. Afin de conserver ou de rétablir l'homéostasie, les solutions tampons du corps limitent les variations de pH. Les solutions tampons libèrent des ions d'hydrogène si une substance est trop alcaline et captent les ions d'hydrogène si la solution est trop acide. Vous pouvez voir dans le diagramme que les ions d'hydrogénocarbonate, donc les ions HCO3, en réaction avec des hydrogènes libres, vont former dans le sang de l'acide carbonique, donc du H2CO3. Lorsque le sang est trop acidique, l'acide carbonique se rend au poumon et le poumon peut ensuite éliminer le dioxyde de carbone et ensuite neutraliser la surdose d'acidité dans le sang. Lorsque le sang devient trop alcalin, les poumons peuvent absorber ou retenir une plus grande concentration de dioxyde de carbone qui se dissout ensuite dans le sang. Dioxyde de carbone qui est dissous en eau va devenir de l'acide carbonique et peut ensuite libérer dans le sang des ions d'hydrogène libres. Tout ceci se fait grâce à l'action coordonnée des reins et des poumons. Donc, c'est un système qui permet l'homéostasie du pH dans le corps humain. Nous avons vu les réactions acide-base.
Voyons donc maintenant les réactions d'oxydoréduction qui peuvent se passer dans le corps. Lorsqu'une molécule perd ses électrons, cette molécule subit une oxydation. Ces électrons sont très réactifs et n'existent pas sous forme libre, donc une autre molécule est réduite en gagnant des électrons simultanément, donc tout de suite. Donc, lorsqu'une molécule est oxydée par des électrons, une prochaine molécule est aussi réduite, donc gagne des électrons. Si on prend un exemple concret et le diagramme que vous voyez à la droite, on voit une chaîne de transport d'électrons dans la respiration cellulaire. Donc, dans l'équation globale de la respiration cellulaire, nous avons le glucose qui est oxydé à travers de la chaîne de transport d'électrons et l'oxygène qui est le capteur final des électrons. L'énergie du glucose est libérée petit à petit, étape par étape, afin d'éviter du dommage à la cellule. Parce qu'on se rappelle que le corps essaie toujours de maintenir une homéostasie. Donc, en libérant, par exemple, toute l'énergie disponible dans une molécule de glucose, les conditions à l'intérieur d'une cellule pourraient devenir toxiques. Trop acidiques, trop basiques, trop oxydés ou trop réduits. Donc, pour éviter ceci, dans la respiration cellulaire, il y a plusieurs étapes, tous des suites de réactions d'oxydoréduction. De cette façon, on peut capter une grande partie de l'énergie qui est emmagasinée dans une molécule de glucose et l'utiliser sous forme d'ATP, qui est la forme d'énergie primaire de la cellule. Nous avons ensuite les réactions de condensation et d'hydrolyse. Donc, toutes les macromolécules peuvent subir des réactions de condensation et d'hydrolyse. Lorsqu'on a une condensation, on est en train de bâtir une molécule qui est plus grosse. Donc, ici, l'exemple avec les monosaccharides. Donc, on a un glucose et un fructose qui réagissent en présence d'une enzyme pour créer une liaison glycosidique et former un disaccharide qu'on nomme saccharose. En conséquence, on dit que c'est une condensation parce qu'à chaque fois qu'on lie ces molécules, on va aussi former une molécule d'eau. Parce que tu vas avoir un groupement hydroxyle d'une molécule qui va se regrouper avec l'hydrogène du groupe fonctionnel de l'autre molécule pour former une liaison covalente entre les deux molécules, les deux monosaccharides ici, ainsi qu'une molécule d'eau. L'hydrolyse, on rajoute une molécule d'eau, encore en présence ici du saccharose, qui est l'enzyme spécifique qui décompose le saccharose, donc en présence d'une enzyme et en présence dans l'environnement d'une molécule d'eau, on peut décomposer le disaccharide et former à nouveau deux monosaccharides. Donc en général, la condensation, on regroupe puis on bâtit une plus grosse molécule, on produit une molécule d'eau aussi. Une hydrolyse, on utilise une molécule d'eau, donc on rajoute une molécule d'eau pour être capable de décomposer ou briser une liaison et décomposer une grosse molécule dans des sous-unités plus petites. On voit encore les réactions de condensation et d'hydrolyse dans les protéines. Si on regroupe deux acides aminés ensemble pour former un dipeptide, on aurait quel type de réaction? Est-ce que c'est une condensation ou est-ce que c'est une hydrolyse? On a pris ici deux acides aminés, donc deux sous-unités, puis on a formé une molécule qui est plus grosse, un dipeptide. Vous pouvez voir aussi qu'on a aussi formé une molécule d'eau. Donc, c'est une réaction de condensation. Si vous utilisez votre manuel, puis vous allez à la page 35, vous allez voir à la figure 1.27 toutes les réactions de condensation et d'hydrolyse pour les 4 types de macromolécules. Donc, prenez quelques temps tout de suite pour aller voir ce diagramme dans votre manuel. Nous avons vu les réactions biochimiques importantes pour cette unité. Donc, on a vu les réactions d'acide et de base qui se passent, des exemples concrets avec le sang. On a vu l'importance des solutions tampons pour maintenir un équilibre homéostasique dans le sang. Nous avons aussi vu les réactions d'oxydoréduction qui sont toujours couplées, tandis que des électrons sont très instables dans l'environnement cellulaire.
Puis on a vu l'exemple concret avec la respiration cellulaire. Finalement, nous avons vu les réactions de condensation et d'hydrolyse qui permettent de bâtir et de décomposer les macromolécules. Voyons maintenant les enzymes. Les enzymes sont des protéines qui ont une fonction catalytique. Ces protéines sont les facilitateurs, on pourrait dire, de toutes les réactions biochimiques qui se passent chez l'organisme. Donc, une enzyme, comment est-ce qu'une enzyme fait pour activer ou pour catalyser ou déclencher une réaction biochimique? L'enzyme peut réduire l'énergie d'activation, donc la quantité d'énergie qui est nécessaire pour déclencher une réaction chimique. Donc, il peut être difficile un peu d'imaginer pourquoi une réaction exothermique ou une réaction qui va libérer de l'énergie ou dont les réactifs ont plus d'énergie dans les liaisons que les produits. C'est difficile peut-être c'est difficile d'imaginer pourquoi ce type de réaction aurait besoin d'une enzyme, mais on peut voir un peu que l'énergie d'activation nécessaire, donc ça veut dire, si vous regardez la flèche, vous voyez sur l'axe des Y la barrière d'énergie. Même si les réactifs contiennent plus d'énergie dans leur liaison que les produits, il faut quand même augmenter la quantité d'énergie pour que la réaction se passe, pour déclencher la réaction. Mais ce que les enzymes font, c'est réduire cette nécessité d'énergie d'activation et facilitent la réaction. Donc, pour que deux molécules puissent réagir, il faut que leurs nuages électroniques puissent entrer en contact un avec l'autre. Pour pouvoir faire ceci, il faut vaincre les répulsions électriques. Les nuages vont quand même se répulser. Ceci nécessite, on dit ici, ceci nécessite qu'elles se heurtent, qu'elles se frappent avec un élan suffisant. Puis l'énergie cinétique, le résultat de la collision entre les molécules, est équivalente ici à l'énergie d'activation. Mais en présence d'une enzyme, on va réduire cette énergie-là et la réaction va se passer beaucoup plus rapidement. Donc, comment fonctionnent les enzymes? Les enzymes se lient à un substrat. Vous pouvez voir dans le diagramme à la droite, l'enzyme est en orange-jaune, tandis que le substrat ici est en violet. L'enzyme contient un site actif, ou des sites actifs même, pourrait contenir plus qu'un lieu. Puis ces sites actifs sont spécifiques au substrat. Tu pourrais imaginer le site actif comme la serrure d'une porte. Tandis que le site actif peut se lier, ou la serrure d'une porte va seulement accepter une clé. La clé ici est le substrat. Donc, les enzymes sont munis d'un endroit. On peut voir aussi dans le diagramme à la gauche, ici, l'enzyme qui est en bleu, avec le genre de trou qui représente le site actif, qui est exactement de la même forme que le substrat. Donc, l'enzyme va quand même être composée d'acides aminés, parce que c'est une protéine, qui vont avoir des groupements fonctionnels qui ont des propriétés particulières. Ils peuvent être pollants, peuvent être non pollants, peuvent être acidiques, peuvent être basiques, etc. Donc, ces groupements fonctionnels-là sont spécifiques au substrat. Donc, ils facilitent la liaison avec le substrat. Comme j'ai dit tantôt, donc le substrat comme une clé et la serrure est comme le site actif qui se situe dans la porte qui serait l'enzyme. Mais de manière, lorsque la clé ou le substrat se lie au site actif, il se lie de façon malléable. Il faut faire attention avec l'analogie quand même parce que une clé, c'est très, très rigide, elle ne change pas de forme. Lorsqu'on retire la clé de la serrure, elle demeure inchangée. C'est toujours la même clé, elle n'a pas changé de forme ni de propriété. Puis la serrure, elle a peut-être changé de position, mais n'a pas changé de forme en total. Donc l'analogie est quand même assez limitée en termes de substrat et de site actif sur les enzymes. Les enzymes sont beaucoup plus malléables. Lorsqu'ils se lient au substrat, ils peuvent changer de forme à 3 dimensions qui va catalyser la réaction, qui peut être ici une réaction de condensation, par exemple, ou ça pourrait être une réaction d'hydrolyse.
L'enzyme prépare le substrat et ou l'environnement à la réaction. Donc, une enzyme peut permettre à deux substrats de se rapprocher, qui va ensuite faciliter la réaction entre les deux substrats et accélérer le taux global de la réaction. Parce que des enzymes et les réactions se passent un peu comme dans un jeu de concentration. Il n'y a pas juste une enzyme qui agit sur un seul substrat. Tu as une concentration, donc tu as plusieurs enzymes à l'intérieur du cytoplasme d'une cellule, par exemple, qui sont en train de catalyser les mêmes réactions. Donc, tu vas avoir, par exemple, la lactase, plusieurs enzymes de lactase qui sont en train de décomposer plusieurs disaccharides de lactose. Donc, c'est vraiment un jeu de concentration. Donc, l'enzyme peut permettre aux deux substrats de se rapprocher, qui va faciliter la réaction. Puis, en termes global, la décomposition du glucose, ou du lactose, va se faire plus rapidement. Une enzyme peut aussi oxyder ou réduire un substrat afin de le rendre plus susceptible à réagir. Donc, c'est possible que l'enzyme agit en collaboration avec d'autres enzymes, puis elle fait seulement une partie du travail. Donc, elle peut oxyder une molécule qui va ensuite devenir plus susceptible à réagir. Puis ceci est le cas dans la respiration cellulaire parce qu'il y a toute une série d'oxydoréductions qui permet de produire de l'énergie avec la décomposition du glucose en présence de l'oxygène. Une enzyme peut aussi céder, donc laisser ou prendre des ions d'hydrogène, donc dans une réaction acide-base, pour déstabiliser le substrat, puis ensuite favoriser une réaction. Donc, c'est très semblable à oxyder ou réduire un substrat, juste pour le rendre plus susceptible ou le rendre... ou le transformer pour qu'il soit capable de réagir avec le prochain enzyme. Les chaînes latérales, donc les enzymes, sont faites d'acides aminés. Puis c'est possible qu'autour du site actif, qu'il y ait des chaînes latérales. Ces chaînes latérales-là permettent de positionnent les chaînes près des liaisons chimiques du substrat qui ensuite plient ou qui peut étirer les liaisons puis rendre la réaction plus facile. Donc, juste la forme de l'enzyme et la présence des groupements fonctionnels autour du site actif pourrait donner une pression sur le substrat qui va permettre ensuite de catalyser une réaction. Donc, on dit ici que cette série d'actions ici, la formation du complexe enzyme-substrat, donc une fois que le substrat se lie au site actif de l'enzyme, la réaction elle-même, la libération du produit, donc ici on a du saccharose qui a été décomposé en glucose et fructose, donc la libération du glucose et du fructose qui est le produit. Et ensuite, le moment où l'enzyme est prêt à recevoir un prochain substrat, cette série d'actions, forme le site catalytique de l'enzyme. Donc, prêt à accepter, liaison du substrat, donc forme un complexe enzyme-substrat, effectue la réaction, libère le produit. Donc, toutes ces étapes-là, ensuite, forment le site catalytique. L'activité de l'enzyme est modifiée selon les conditions dans l'environnement. Vous avez vu ce principe l'an passé avec l'exemple de pepsine et trypsine. Pepsine agit à l'intérieur de l'estomac à un pH qui est très acidique, un pH environ de 2, tandis que la trypsine fonctionne seulement dans l'intestin grêle où il y a une substance alcaline qui est rajoutée, donc beaucoup plus de base qui est rajoutée, et le pH de la substance monte à plus que 7, un pH de plus que 7. Donc, l'environnement va déterminer le degré auquel une enzyme peut bien fonctionner. Comme j'ai dit, vous savez déjà que le pH affecte l'activité de l'enzyme à cause de la séquence des acides aminés qui composent l'enzyme. Ces acides aminés ont tous des propriétés différentes. Certaines sont acidiques, certaines sont basiques, certaines sont neutres.
Et donc, si on change le pH de l'environnement, c'est sûr que la structure à 3 dimensions de l'enzyme va aussi changer. Si sa forme change, c'est fort probable que l'enzyme ne peut plus accomplir sa fonction, comme la peptine, une fois qu'elle rentre dans l'intestin grêle. Le pH, il est beaucoup trop alcalin. La peptine se dénature, elle se déplie, elle perd sa forme et donc elle perd sa fonction. Vous savez aussi probablement que la température joue aussi un rôle dans l'activité enzymatique ou l'activité de l'enzyme. La température va avoir un effet ici sur les faibles liaisons, comme les liaisons hydrogènes que nous avons déjà vues, ou d'autres faibles liaisons qu'on appelle des liaisons de Van der Waals, que vous allez voir plus en détail plus tard. Donc, ce sont des faibles liaisons. Van der Waals et liaisons hydrogènes sont semblables. La concentration de l'enzyme et des réactifs joue aussi un rôle dans l'activité de l'enzyme. Juste à cause que les réactions biochimiques ou les environnements biologiques fonctionnent sur un principe de concentration. Plus qu'il y a d'enzymes, par exemple, plus qu'il y a de lactase dans un environnement, plus que la lactose va se faire décomposer. C'est la même chose aussi avec le réactif. Plus qu'il y a de réactifs, plus de chances qu'il va se faire décomposer plus rapidement. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de chances que l'enzyme et son substrat, le réactif, vont se rencontrer pour être capable de faire une réaction. Donc, le pH peut affecter l'activité de l'enzyme, de la molécule elle-même, d'une seule enzyme. La température peut aussi affecter l'activité d'une seule enzyme, tandis que la concentration va plutôt affecter la réaction globale de cette enzyme, de tous les enzymes avec tous ces réactifs dans un même endroit. Savez-vous qu'il y a aussi, par contre, d'autres substances qui peuvent modifier l'activité de l'enzyme? On appelle ces substances, on peut les classer dans deux grandes catégories, soit des inhibiteurs ou des activeurs. Hein? Comme vous pouvez probablement deviner, les inhibiteurs arrêtent l'activité de l'enzyme ou inhibent, tandis que les activeurs vont faciliter l'activité de l'enzyme. Donc ici, dans ces prochaines sections, ces prochaines quelques diapos, vous allez voir beaucoup plus de détails que vous voyez dans votre manuel, mais ce détail est aussi dans le programme cadre. Donc, je vous fournis ici un peu plus d'informations pour vous permettre de comprendre. Donc, les inhibiteurs ici d'enzymes et ce qu'on appelle la régulation allostérique. Je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, un inhibiteur, comme je viens d'expliquer, sont des substances chimiques, pas nécessairement des enzymes, mais pourrait être une substance chimique qui se lie à des enzymes spécifiques. La liaison va ensuite modifier la forme de l'enzyme. Et comme j'ai répété à plusieurs reprises, si la forme de l'enzyme change, sa fonction va aussi être modifiée. La liaison est souvent irréversible, donc une fois que l'inhibition de l'enzyme ait lieu, l'enzyme ne fonctionnera plus. Excuse-moi, une fois que la liaison ait lieu, l'enzyme ne fonctionne pas. Mais ça ne veut pas dire que l'enzyme ne fonctionnera pas pour toujours. L'enzyme, une fois que la liaison entre l'inhibiteur et l'enzyme se dissocie, une fois qu'il se détache, l'enzyme va être fonctionnelle. Donc, si on prend un exemple spécifique ici, il y a un toxin qu'on retrouve dans le venin d'un genre d'un serpent, Trigonocéphale malais. Il contient, donc, à l'intérieur de ce venin-là, il y a un inhibiteur d'une enzyme spécifique. Puis, ce que cet inhibiteur fait, c'est prévient la formation des caillots de sang. Mais nous, lorsqu'on se coupe, puis la plupart des organismes vivants qui ont un système circulatoire clos, lorsqu'ils se coupent, ils sont capables de former une gale ou un caillot de sang pour arrêter le saignement, pour arrêter la perte de sang. C'est quand même une adaptation qui est utile, ça va te permettre de survivre. Mais si ce serpent-là doit mordre sa proie, puis doit être capable de se nourrir du sang. Mais s'il y a toujours des caillots de sang qui se forment, il va avoir beaucoup de difficultés à être capable de se nourrir. Donc, ce que ce serpent fait, il injecte un inhibiteur à l'enzyme qui est responsable pour la formation des caillots de sang. Puis de cette façon-là,
il peut continuer à se nourrir. Nous, on étudie, comme on étudie tout ce qui est autour de nous, on a découvert cet inhibiteur et on a décidé qu'il peut avoir une valeur médicale. On peut utiliser cet inhibiteur pour traiter les victimes d'accidents vasculo-cérébral, donc les gens qui subissent, je ne sais pas, un accident de voiture, puis ensuite se frappent la tête, puis un AVC. On veut éviter la formation des caillots de sang parce que ça peut causer plus de dommages cérébraux. On a vraiment besoin que le sang demeure liquide, même si les vaisseaux sanguins à l'intérieur du cerveau sont endommagés, parce qu'on veut éviter la formation des caillots puis bloquer l'alimentation. On ne veut pas avoir un blocage d'alimentation parce que le cerveau consomme une énorme quantité de glucose et d'oxygène, fait beaucoup de respiration cellulaire. Puis pour que les tissus maintiennent leur bonne santé et leur bon fonctionnement dans le cerveau, c'est essentiel que les cellules et les tissus ont toujours accès à ce glucose et cet oxygène. Donc, on va injecter cet inhibiteur chez ces patients pour permettre un traitement et éviter des dommages permanents au cerveau. Il y a des types d'inhibition. Donc, tu peux avoir une inhibition et une activation non compétitive. Ça veut dire que sur une enzyme, ici que vous voyez qui est comme le plus gros morceau en verdâtre, sur une enzyme, tu vas avoir un site actif pour un substrat. Mais tu peux aussi avoir sur la même enzyme un site actif pour un activeur. L'activeur ici va augmenter ou faciliter l'activité de cette enzyme. Il va comme, si vous voulez dire, il va booster l'activité de l'enzyme. Puis ça, on dit que c'est une activation non compétitive. Elle est non compétitive parce que l'activeur et le substrat ne font pas compétition pour le même lieu de liaison sur l'enzyme. Ils ont chacun leur propre site. Mais si vous regardez à la droite, vous avez un inhibiteur allostérique. Aussi, c'est un inhibiteur qui peut se lier à l'enzyme, qui va empêcher, donc vous voyez, lorsque l'inhibiteur en mauve foncé se lie à l'enzyme qui est en vert, vous voyez le site actif a changé de forme. Si le site actif change de forme, il ne pourra plus se lier à son substrat. Donc, il n'y a aucune liaison ici entre le substrat qui est en bleu et l'enzyme qui est plutôt vert. On dit ici que c'est une inhibition à la droite non compétitive, parce qu'ils ne font pas compétition pour le même lieu sur l'enzyme, ou on peut aussi avoir une activation à la droite non compétitive, encore parce que l'activeur et le substrat ont leur propre site, ils ne partagent pas un même site. Tu peux avoir une inhibition non compétitive ici, par exemple. Une molécule chimique, qui est un inhibiteur, va se lier au site allostérique. Donc, ce n'est pas un site actif. Maintenant, on l'appelle un site allostérique. C'est le site où l'inhibiteur va se lier à l'enzyme. Celui-ci, je viens de le dire dans la diapo précédente, va induire une modification dans la forme de l'enzyme qui fait que le site actif de l'enzyme ne peut plus se lier au substrat. Cette modification va empêcher, ce que je viens de dire, la liaison entre le substrat et l'enzyme. Donc, l'enzyme ne peut plus catalyser sa réaction. L'inhibition ici est considérée non compétitive parce que les deux molécules ne partagent pas, donc l'inhibiteur ou l'activeur, ne partagent pas le même site sur l'enzyme que le substrat. Une grande variété de processus qui se passent dans le corps, par exemple, la façon dont les cellules produisent des enzymes, la façon dont les cellules réduisent le stress oxydant. C'est une série de réactions, tous catalysés en collaboration par plusieurs enzymes. On appelle ceci une rétroinhibition. Si à la fin de la série, le produit de la série peut venir inhiber la première réaction biochimique. Donc, ce que vous voyez en lettres ici, A, B, C, D, E, F, sont tous des substrats. Okay?
Donc, A est un substrat qui se lie au site actif de l'enzyme EZ1. Par exemple, une fois qu'ils sont liés ensemble, enzyme 1 va prendre le substrat A et va catalyser et former le produit qu'on appelle B. B devient ensuite le substrat de l'enzyme 2 qui catalyse la réaction et forme le produit C. C devient le substrat de l'enzyme 3 et ainsi de suite. Jusqu'à la fin, on a le dernier enzyme dans la chaîne de la voie biochimique, enzyme numéro 5, qui va prendre le produit qui est maintenant son substrat E et former du F, le produit F. Le produit F va ensuite agir comme inhibiteur sur l'enzyme numéro 1. Il va se lier à l'enzyme numéro 1 et l'enzyme numéro 1 ne pourra pas se lier au substrat A. Donc, qu'est-ce qui va arriver? La voie biochimique va arrêter. C'est utile, cette rétroinhibition est utile parce que le corps dépense énormément d'énergie pour faire les voies biochimiques. Puis une fois qu'on a le produit qui est nécessaire, ici qui est le produit F, c'est un gaspillage d'énergie de continuer la voie biochimique et de continuer à produire du F en surplus. Donc, la rétroinhibition, c'est un mécanisme des organismes vivants, des organismes biologiques, pour éviter un gaspillage d'énergie et produire la quantité de molécules qui ont besoin pour la fonction. Donc, voici ce que je viens juste d'expliquer. Une forme d'inhibition non compétitive, car le produit final de la voie métabolique, aussi la voie biochimique, agit comme un inhibiteur spécifique à l'enzyme qui déclenche la voie métabolique. Une fois encore, l'inhibition est non compétitive car le substrat, ici, donc si on parle de l'enzyme numéro 1, le substrat serait la molécule A, et l'inhibiteur, ici, qui est la molécule F pour l'enzyme numéro 1, ont chacun des sites de liaison différents sur l'enzyme. Donc, on a ici exactement le même processus, exactement le même exemple. On a un réactif A qui se lie avec une première enzyme que vous voyez en jaune, qui va modifier, donc l'enzyme numéro 1 modifie le produit A pour relâcher le produit B. Une autre enzyme rentre en jeu, transforme de nouveau la molécule jusqu'à ce qu'on arrive au produit final qui est F. Le produit final va ensuite aller se lier à l'enzyme numéro 1 pour arrêter la modification ou le début de la voie biochimique. Les jeux de concentration. Donc, les activeurs sont des molécules chimiques qui sont capables de se lier au site allostérique, donc pas le site actif, mais le site allostérique d'une enzyme et modifier son activité. Donc, l'activeur, comme son nom le démontre, facilite l'activité d'une enzyme. Dans un milieu cellulaire, la concentration des activeurs par rapport à la concentration des inhibiteurs pour un même enzyme va déterminer l'activité de cette enzyme. Hein? S'il y a plus d'activeurs qu'il y a d'inhibiteurs, l'enzyme pourra fonctionner. Si on rajoute encore plus d'activeurs puis on retire encore plus d'inhibiteurs, l'enzyme va être capable de fonctionner encore mieux. Hein? Il y a plusieurs enzymes. C'est un jeu de concentration. Pourquoi? Si tu avais, par exemple, si je simplifie, là, si tu avais 10 enzymes dans un environnement donné, puis tu avais un activeur et 2 inhibiteurs, bien, ça veut dire que tu vas avoir 7 enzymes qui fonctionnent moyennement, une enzyme qui est boostée avec son activeur et 2 enzymes qui sont non fonctionnelles. Mais imagine, là, c'est juste un jeu de concentration. Donc, si j'avais 9 inhibiteurs par rapport à 10 enzymes et aucun activeur, mais c'est sûr à ce moment donné-là que 90% des enzymes sont non fonctionnelles, puis il y a juste une enzyme qui est en train de faire tout le travail. Donc, le taux de la réaction va être beaucoup plus lent. Donc, c'est vraiment, vous devez penser à une échelle qui est plus réaliste dans un milieu cellulaire. Tu vas avoir des milles, des centaines de milles, peut-être même des milliards de molécules individuelles, d'enzymes, d'activeurs et d'inhibiteurs individuels. Donc, c'est vraiment juste un jeu de concentration ici qui va déterminer le taux de réaction ou l'efficacité de l'enzyme dans ce milieu.
On appelle ce processus régulation allostérique. C'est possible d'avoir de l'inhibition compétitive. Vous l'aviez là probablement deviné. Ça veut dire que tu vas avoir un inhibiteur et un substrat qui font compétition pour le même site sur l'enzyme, sur la même place sur l'enzyme. Donc, il y a une compétition directe ici entre le substrat et l'inhibiteur. Et l'activité de l'enzyme est aussi un jeu de concentration, parce que plus qu'il y a d'inhibiteurs par rapport au substrat, plus qu'on va avoir des enzymes qui sont désactivées, qui ne pourraient pas catalyser la réaction. Plus qu'on a de substrats, plus qu'on va avoir des produits, parce que les enzymes vont avoir plus de chances à rencontrer un substrat dans le milieu qui vont avoir à rencontrer un inhibiteur. On a un exemple ici. Donc, la pénicilline, vous connaissez probablement, vous avez probablement pris de la pénicilline dans votre vie au moins à un moment. Il y en a qui l'ont pris 2 ou 3 ou 4 ou plusieurs fois par la suite, puis il y en a qui ont réalisé qu'ils ont subi une allergie à la première exposition. La pénicilline, c'est un médicament quand même assez général qu'on donne comme antibiotique. Puis pourquoi est-ce que ce médicament est tellement utile pour une variété de bactéries? C'est parce que la pénicilline est un inhibiteur compétitif qui est spécifique, qui est capable de se lier à l'enzyme transpeptidase. Puis ce type d'enzyme transpeptidase, c'est une enzyme qui est nécessaire pour former les parois cellulaires bactériennes. Donc, les bactéries sont munies d'une membrane cellulaire, puis à l'extérieur de cette membrane-là, il y a aussi une paroi cellulaire. Sans l'enzyme transpeptidase, la bactérie ne peut pas se diviser. Donc, l'infection bactérienne ne peut pas continuer à se propager dans le corps si la bactérie ne peut pas se diviser. Donc, en présence de pénicilline, si tu n'es pas allergique, la bactérie ne pourra pas se diviser. La maladie ou l'infection devrait tranquillement cesser et les bactéries devraient tranquillement mourir. Ce site contient toutes sortes d'informations par rapport aux réactions et plus spécifiquement par rapport aux enzymes. Donc, si tu te poses encore des questions, puis tu veux voir la façon que quelqu'un d'autre l'explique ou des diagrammes qui sont différents, je vous invite à explorer ce site.